La philosophe juive américaine Andrea Dworkin disait « Il nous est impossible d'imaginer un monde dans lequel les femmes ne sont pas vues comme insignifiantes et méprisables, dans lequel les femmes ne sont pas maltraitées, rabaissées, exploitées, violées, amoindries avant même d'être nées, et il nous est donc impossible de savoir quelle sorte d'art on créera dans ce monde nouveau. » Alors justement, on va parler des notions d'art et de nouveauté aujourd'hui. Tel un grand verre d'eau gazeuse après une balade en forêt, telle cette vague à Cabourg qui vient saisir nos chevilles d'une fraîcheur iodée, cet épisode va faire du bien. Car oui, la musique de PNL compte sans doute parmi les moins désagréables de toute la production rap en France. J'avoue, abstraction faite des paroles, le morceau Oh là là et son clip magnifique tourné en Islande, j'ai kiffé. J'ai même cru à l'époque que le hip-hop avait achevé sa mue et que la créativité, l'originalité et la musicalité semblaient être de retour après une interminable décennie de disette. On en avait plein le cul, des Rof, Lafouine, Cynic, Booba, c'était mais tout le temps les mêmes bails à base de voitures de loc, de kalash, de hordes cagoulées, de vixen en string. Oui, bon, vous allez me dire, c'est exactement revenu comme ça maintenant, mais en fait, vraiment, quand le cloud rap est arrivé avec des projets intéressants comme PNL, comme... on est nombreux à s'être dit que le rap allait peut-être enfin évoluer. Oui, vous ne rêvez pas, votre dérapeur préféré est en train de dire du bien d'un groupe, alors attention, je parle de la musique, de la vibes, des arrangements, du mixage, des prods éthérés comme des brainwaves de nappes apaisantes et de l'esthétique épurée. Parce qu'au niveau du message... Pas majeur, mais sa bouche est mature. Alors mon cher Ademo, tu alimentes dans cette explicite évocation qui en dit long sur tes cyber-habitudes ce que l'on appelle la culture pédocriminelle. Certes, il n'y a pas d'acte illégal évoqué ici, puisque la majorité sexuelle en France est de 15 ans, et que toi, tu parles de majorité civile, j'espère. Quel âge a-t-elle ? 17, 16, 15, moins ? En tout cas, sans faire de gros calculs, à l'âge où tu chantes ce morceau, tu as 27 ans. Donc la lycéenne, collégienne ou personne en situation de prostitution mineure dont tu parles quand tu dis pas majeur mais sa bouche est mature, a au moins 10 ans de moins que toi. Et là où je te reproche de nourrir toi aussi cette culture pédo, c'est quand tu revendiques le fait de faire ça à une personne très jeune. Tu sexualises quelqu'un qui vient juste de sortir de l'enfance. Quand tu dis sa bouche est mature, ça veut dire peu importe qu'elle ne soit pas mature du moment qu'un de ses orifices l'est. Ouais, la hyène se lâche, fait la chienne. J'ai remarqué que tu dis jamais le mot femme, par contre tu dis souvent à la place le mot chienne, salope, pute, quand tu parles des femmes. Là, tu parles d'une femme en la comparant à un animal. D'abord la hyène, ensuite la chienne. Tu comprends, mon petit Tariq, quand on évoque une personne en parlant de ses intentions, de ses objectifs, de ses tourments, de ses idéaux, de ses erreurs ou de ses réussites, ce que tu ne fais jamais, alors on donne de l'humanité à cette personne qu'on décrit. Or, si on compare une personne à un animal, un insecte ou même un objet, on lui enlève de l'humanité. On lui enlève un peu de son statut d'être humain. On la déshumanise. Et ça, par contre, tu le fais souvent. C'est le principe de la discrimination, c'est avoir des propos déshumanisants sur une partie de la population. Sale comme ta neuche. Donc neuche, ça veut dire chienne en verlan. T'es hélas pas le seul à dire tout le temps chienne au lieu de femme, mais... faut comprendre que c'est une utilisation super dangereuse du langage. Au début des années 90, au Rwanda, quand les Hutus au pouvoir ont répété pendant plus de 4 ans dans les journaux et sur les radios que les Tutsis étaient des cafards, ça a fini par rentrer dans la tête des gens. Tous les jours, les cafards ceci, les cafards cela, ça a quand même débouché sur l'extermination de près d'1 million de personnes. Oui ma connasse, tiens, goûte la teub à Adama. Ma punch dans ta gorge, la gorge à ta femme. Ademo fait ici référence à un acte sadique aussi stupide et humiliant qu'ultra courant dans les vidéos pornographiques où le monsieur pousse la tête de la madame sur son kiki pour faire exprès de l'étouffer en faisant rentrer sa verge jusque dans la gorge. L'homme qui fait ça ou qui demande à la fille de faire ça ressentirait un plaisir particulier à la voir en situation d'étouffement. Et d'ailleurs sur les sites porno, il y a une catégorie exprès qui regroupe ce genre de vidéos où le mec parvient à faire vomir la fille par cette méthode. Elle t'a brisé le cœur, fallait briser sa chatte. Dire au gosse à sa russe, fais la bise à papa.
On a toute la mentalité rap en une phrase, là, c'est limpide, explicite et cru, elle t'a brisé le cœur, fallait briser sa chatte, c'est au sens propre comme au figuré, au premier comme au second degré, une incitation à la violence envers les femmes. La femme est ici considérée comme fautive de quelque chose et qu'elle doit subir un viol pour que justice soit faite. Et comme si le degré d'humiliation n'était pas suffisant pour aller plus loin, dans le processus de vengeance, Ademo nous recommande à nous, les hommes, les vrais, de violer la sœur de la fille qui nous a brisé le cœur. Rappelons, puisque la haine des femmes est tellement répandue qu'on ne la voit même plus, cette évidence, une femme a le droit de décider de mettre fin à une relation. On ne viole pas une fille parce qu'elle nous a quittés. J'ai un peu l'impression de dire l'eau ça mouille, le feu ça brûle, mais on en est là. Des mecs ultra populaires sont en train de nier massivement ce droit. Bien sûr que c'est une exagération que fait cet auteur ici, mais imaginez un jeune homme ayant été bercé à du PNL et se retrouvant plaqué par une meuf. Il va sans doute pas lui faire un viol punitif, mais il va peut-être se sentir légitime à lui mettre une première gifle. Un coup de poing. À force d'avoir écouté tout le temps ce même genre de banalisation de la violence envers les femmes, les schémas finissent par s'ancrer dans nos esprits, les mots agissent, les manières de représenter les rapports humains infusent, on baigne nos tympans dans cette soupe misogyne en ne faisant même plus attention. Les grosses tasses qui déboulent sous mon arbre, moi je les prends en leu-leu. Voilà spécifiquement un exemple de l'originalité de PNL qui parle d'arbres, là où la plupart des rappeurs auraient parlé de voitures et auraient dit « les grosses tasses qui déboulent à l'arrière du Audi, moi je les prends en leu-leu. » Ou « les grosses tasses qui déboulent à l'arrière de la Gova, moi je les prends en leu-leu. » C'est leur côté écolo, nature sauvage, plaines étendues. Oui, les PNL sont un peu les Nicolas Hulot du rap, sans doute ça leur vient de leur univers rural dans lequel ils ont grandi en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Rico, Rico, je débarque, brrr, ratatata. Là encore, la classique punchline kalachiste. On montre la voie au petit frère, un petit ratatata en cas de différend avec une autre personne. Y'a que ça de vrai. Je veux du L, je veux du V, je veux du G pour dessaper ta raclie. LV, c'est Louis Vuitton, G, c'est Gucci. Bienvenue dans l'univers narratif hyper original des partenariats commerciaux entre les marques du groupe de Bernard Arnault et les rappeurs français. Ça fait des années que ça dure, évidemment. Aucun rappeur n'aurait l'idée de dénoncer ça ou juste de ne pas faire pareil. Publicité, sponsor, placement de produits, les rappeurs sont de véritables hommes sandwich et comme on a eu l'Orange Vélodrome, l'Accor Hotel Arena, la Ligue 1 Conforama, on sera peut-être bientôt obligé de dire le rap français LVMH. Passons sur la représentation des femmes. Dans cet exemple, la meuf de l'auditeur va, selon lui, tout de suite avoir envie de se déshabiller quand elle va voir les marques que porte le bel étalon corrézien. Car dans Pour dessaper ta raclie, il sous-entend qu'il va déshabiller la meuf de l'auditeur ou de quelqu'un d'autre qu'il tutoie. En tout cas, ça sous-entend « je suis dominateur, je vais te prendre l'objet qui t'appartient, en l'occurrence ta femme. Dégage ton boule, boule, boule. » Pourquoi il lui dit « dégage » ? On peut dire « dégage » à un dictateur, Ben Ali dégage, Moubarak dégage, mais ça sert à quoi de parler comme ça à une fille ? On a ici un exemple ultra redondant du système narratif rap, à savoir parler super mal aux meufs. Les rappeurs sont rarement didactiques, ils préfèrent montrer l'exemple plutôt que d'expliquer. Donc on n'entendra jamais un rappeur dire « tu dois parler mal aux femmes, sinon tu n'es pas un homme ». Non, ils vont plutôt ressortir telles quelles des phrases de pervers narcissiques et faire des trucs genre dégage, casse-toi salope ». Alors ils parsèment quand même, ils alternent un peu, sinon ça se verrait trop. Exactement comme font les pervers narcissiques qui alternent leurs petites réflexions mesquine et humiliante et dévalorisante avec d'autres trucs. Un jour, j'aimerais bien faire un montage avec uniquement ce genre de phrases mis bout à bout pour qu'on voit qu'entre les rappeurs et les pervers narcissiques lambda qui prend un malin plaisir à te détruire psychologiquement, il n'y a pas grande différence. En tout cas, s'adresser directement à une meuf avec un langage cruel, la froideur, la dureté, l'absence d'empathie viennent nourrir le fantasme de la sacro-sainte valeur essentielle de l'idéologie rap, la misogynie. Je les ken un mercredi, l'amène pas à la mairie, tu l'appelles ma chérie,
je lui mettais la fessée. Honnêtement, je pensais pas trouver dans les textes de PNL autant d'exemples de cette posture chère à Ademo. J'ai baisé ta meuf, nananananer. Je vois tellement de chiennes, je mets une laisse sur le PC. Monsieur Tariq Andrieux ne nous avouerait-il pas avoir un souci avec la consommation de vidéos X sur son PC ? Parce que sinon, c'est ma bite dans votre cul qui vous flaire, qui vous sert de sonde. Ce gars a une obsession pour sa propre verge. Le mec parle tout le temps de son sgeg. Quand on étudie l'écriture d'un rappeur, on voit un peu son mindset, sa façon de voir le monde, ses doutes, ses valeurs. Et autant il y a plein de tournures esthétiquement riches dans la prose d'Ademo, autant on peut pas nier le fait qu'il parle de sa bite au moins une fois dans presque tous les couplets. Sur une 60aine de couplets, à peu près, essayez d'en trouver 5 où il ne parle pas de sa bite. Vous allez galérer. Rappelle-moi ton nom après que j'ai rangé ma bite. Ça, c'est NOS, le petit frère. Alors, vous me direz, le coup je sais même pas son nom, je te baise, mais je connais même pas ton prénom. Tout ça, c'est vraiment aussi courant dans le rap que Fear of the Death of the Blood of the Hell dans le métal, ou I and I Survive, Fire Burn Them, Jarastafari in a Babylon dans le reggae. 89, Good Matin. Bon, apparemment, le petit frère aussi fait une petite fixette. Et moi, je l'aime bien, Nabil Andrieux, aka Nonos. Je le trouve un peu moins arrogant que le grand frère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les prods sorties par PNL, les lyrics écrits par Nonos arrivent toujours à la fin, et c'est jamais ces phrases à lui qui servent de refrain. Bref, il est un peu au second plan, miskin. Plus effacé, plus timide, mais je crois que ça fait partie entièrement de l'image que les PNL souhaitent mettre en avant. Une vision de la famille où le petit frère obéit à l'aîné, et où l'aîné obéit au père, autorité suprême de la famille. Et si tu remets en cause cet ordre patriarcal, tu risques de t'entendre dire que la famille, c'est l'idéologie de Jean-Marie Le Pen qui disait « Je préfère ma famille à mes amis à mes voisins à mes compatriotes aux étrangers. » On est toujours sur les bonnes valeurs d'extrême droite propres au rap français. J'ai pas ton tel, ton visage, je l'ai vu qu'à l'hôtel. Tariq Andrieux, aka Ademo, est, semble-t-il, comme Frédéric Becbédé et Éric Zemmour, un client de la prostitution. On appelle ça aussi un prostitueur. Je vous rappelle que la prostitution, ça vient d'eux. C'est eux qui la font, c'est la demande qui fait qu'il y a de l'offre, et c'est à cause de ces hommes qu'autant de femmes sont victimes d'exploitation sexuelle. Les PNL ne sont pas les derniers en la matière, car en bons fils à papa qui n'ont pas du tout conscience de l'extrême précarité dans laquelle vivent ces femmes, ils sont pour l'esclavage sexuel et aiment à s'en vanter. Je vois pas d'étoile à part Othello. Elle l'a plus gros que Gillo. Gillo étant la chanteuse et comédienne Jennifer Lopez, le Tello étant le verlan du mot hôtel. Donc l'humaine en situation de prostitution qu'il est en train de violer à l'hôtel a un plus gros postérieur que celui de Jennifer Lopez. Tais-toi juste un moment, oulala, où ça, shkoun salope, j'aime son putain d'accent. Elle a donc un accent étranger. Rappelons qu'en France, 90% des femmes en situation de prostitution sont étrangères, arrivées par un système qu'on appelle la traite des êtres humains. Figurez-vous que ce trafic est très organisé au niveau international et qu'il est le deuxième trafic générant le plus d'argent au monde. Selon la fondation CEL, qui travaille sur les causes et les conséquences de la prostitution, on estime qu'elle génère chaque année 3 milliards d'euros rien qu'en France. L'an dernier, un réseau de prostitution a été démantelé en région parisienne. Une douzaine de personnes ont été interpellées et selon Elvire Haridji de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, les victimes quittaient le Venezuela avec la promesse d'une vie meilleure et d'un emploi légal en France. À l'arrivée, loin du confort et de la quiétude espérée, au moins une 50aine de femmes vénézuéliennes se sont retrouvées contraintes à se livrer à la prostitution, à un rythme très soutenu par une organisation quasi industrielle. Rien ne nous séparera, même pas nos bitches. Moi, c'était les belles blondes, lui, les vénézuéliennes. Le petit NOS parle ici de son grand frère Tariq et de ses préférences en matière d'esclaves sexuels. Ce dernier les revendique aussi dans d'autres textes, comme ici dans le morceau Je vis serre. Il me faut mon soleil, mes tartines et mon Nutella. Igo, il me faut mon oseille et ma go du Venezuela. Le parfait connard de parisien fils à papa qui veut esclavagiser le monde pour son petit confort personnel, me direz-vous? Eh bien non, je ne dirais pas que monsieur Andrieux soit un parfait connard de parisien fils à papa qui veut esclavagiser le monde pour son petit confort personnel. C'est une analyse bien trop simpliste. Permettez-moi d'insister là-dessus parce que
Je souhaite faire de cette chaîne un espace d'analyse rationnelle du corpus idéologique véhiculé par le rap. Alors si je me mets à faire des raccourcis aussi approximatifs que Ademo est un parfait connard de parisien fils à papa qui veut esclavagiser le monde pour son petit confort personnel, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. D'autant qu'Ademo n'est manifestement pas du tout parisien, on le voit sur ces images où il se comporte comme un provincial de Brive-la-Gaillarde qui se croit dans un film et n'a pas du tout idée de ce dont est capable la police. Faire le coq, bomber le torse en cas d'interpellation, c'est prendre le risque, à minima, et dans le meilleur des cas, de se retrouver plaqué au sol, menotté et embarqué au comico. Voilà, vous prenez, en train de le niquer là. Voilà, vous allez voir. Regardez ce que vous lui faites. Ouais, pris pour un fils de pute. C'est ce qui s'est passé du coup, apparemment. Alors, je sais pas ce qu'il leur a dit, il était peut-être vexé qu'on le reconnaisse pas, mais si Ademo est sans doute hyper connu dans les fermes à clics en Inde, tout le monde connaît pas forcément sa tête de vieux, sa tête de face. Surtout qu'il sourit absolument jamais dans ses clips, alors que là, il sourit. Ça fait un peu flipper d'ailleurs. Ou je vais faire des cauchemars cette nuit, moi. Alors, au-delà du fait que les PNL s'inscrivent parfaitement dans l'idéologie rap et son exégèse mystique de la bicrave, je souhaite rappeler ici qu'ils écrivent quand même un peu mieux que les autres, c'est indéniable. Ils s'inspirent de la forme épurée des haïkus, manient les métaphores mystérieuses, convoquent nos mémoires sensorielles et soulèvent des interrogations originales sur fond de culte désabusé de la réussite. Perte de sens et foi, vacuité et mépris, chaud et froid, dur et doux, tic et tac, pif et paf, ils jouent à montrer leurs failles en se moquant de leur propre vanité. C'est la posture des conquérants sans état d'âme, ironisant sur le fait que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est aussi l'archétype éculé des dandys nihilistes qui s'ennuient à la Baudelaire ou Louis-Ferdinand Céline. Les petits bourgeois narcissiques qui ne parviennent pas à sortir de leur vision égoïste du monde et qui se donnent le droit de mépriser les plus faibles en prétendant ne pas s'aimer eux-mêmes. Je sors ma bite dans les prolongations. Non mais qui c'est qui fait le montage là, sérieux? Moi j'étais en train de parler de littérature, de style narratif et là ça casse l'ambiance quoi. J'ai paire de couilles en cas de problème. Non mais arrêtez là, sérieux c'est relou hein. Le seul fucking groupe de tout le rap français où il y avait quand même quelques petits trucs intéressants à dire dans les lyrics et voilà les phrases qu'on m'envoie. À fond dans Paname, je fonce, j'ai la banane, gros pec dans le hammam. Allez je fais grève là, j'arrête. Grosse tepu, joue pas les Rihanna. J'ai la barre, mauvais garçon, laissez passer, je dis à la matonne, ce que je te ferai, je peux pas le dessiner. Bon, je crois qu'on en a assez dit sur la misogynie du projet PNL, la culture du viol et la guerre contre les femmes sont une réalité dans le monde des idées comme dans la vraie vie, hélas, dans les rues de nos villes, sur les plateaux de tournage, les Nova Festivals, les vitrines hollandaises ou les comicos iraniens. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, PNL a été, par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le business du rap, un énorme investissement financier. Il y a plein de moyens d'en faire le constat, mais pour pas trop embrouiller vos cerveaux, je vais vous en faire la démonstration logique seulement avec les clips et leur date de sortie. Vous êtes d'accord que pour avoir du succès, il faut faire des releases, avoir un peu de presse, un peu de bouche à oreille, un peu de buzz. En général, quand un artiste démarre, il a des budgets plutôt modestes pour ses premières prods, ses premiers clips, tout ça. Pour PNL, on commence le 10 avril 2014 avec le clip du morceau Différent, jusqu'au clip plus Tony que Sosa, avec pas moins de 7 clips professionnels qui s'enchaînent en un an. Observez n'importe lequel de ces 7 vidéoclips et vous y trouverez de l'optique, des lumières, des caméras professionnelles, de l'étalonnage, des figurants, des comédiens, des accessoires, des scénarios, des effets de post-prod, et je pense que pour chacun de ces clips, il y a eu une équipe de tournage avec au moins un assistant réal, un régisseur, un cadreur, un chef-op, plus sans doute 1 ou 2 postes administratifs pour gérer l'orga, les papiers, les coups de fil. J'affirme ici qu'aucun de ces 7 clips n'a coûté moins de 50 000 €. On a donc un investissement de moins de 350 000 € avant même que les PNL n'aient du succès. La mayonnaise a commencé à prendre après le clip du morceau Le Monde ou Rien, sorti le 12 juin 2015. Alors là, vous pouvez rajouter les billets d'avion pour Naples, les frais pour faire bouffer l'équipe, les frais pour
payer un peu les gens sur place, l'hôtel, tout ça. Ensuite, ils ont tourné à Alicante, en Islande, en Namibie, à Miami, au Japon. En fait, ils ont fait que enchaîner les clips à très gros budget pendant 4 ans. Alors, je veux bien croire qu'après Le Monde ou Rien, ils aient commencé à faire rentrer des sous et pouvoir réinvestir, mais je connais un peu l'économie de la musique et je sais aussi que tout ça coûte très cher et que leur visibilité a été achetée avant même que le projet ne soit rentable. On veut nous faire croire qu'ils ont monté en gamme avec les revenus qu'ils généraient, or c'est complètement faux. Après Le Monde ou Rien, c'est une orgie de thunes, une orgie de plans promo, d'achat de visibilité tous azimuts, d'affichage à 140 000 € en géant sur un immeuble au bord du périph'. D'où vient l'argent des PNL? C'est une question super intéressante à laquelle je ne pourrais répondre qu'en émettant des hypothèses. Personnellement, je ne crois pas trop que leurs énormes moyens financiers viennent du trafic de drogue. Je pense que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est un peu l'imagerie, c'est dans l'univers du groupe. Ils ont dû très certainement dealer, ils connaissent très très bien la Bicrave, mais il y a un faisceau d'indices, un faisceau de preuves entre les réseaux desquels ils émanent. La ville de Corbeil-Essonnes, la Corrèze, le maire de Corbeil-Essonnes était Serge Dassault. Et on sait que Serge Dassault a pratiqué le clientélisme, c'est-à-dire qu'il a arrosé. Il a beaucoup donné d'argent. C'était un milliardaire, hein, c'était une des personnes les plus riches du monde, c'est un des plus grands vendeurs d'armes au monde. Chez moi, le maire est le nerf de la guerre. Il a pratiqué sur la mairie de Corbeil-Essonnes le clientélisme. Il a filé plein de thunes à plein de gens pour s'acheter les voix des associations sportives, des maisons de quartier, des jeunes, des vieux, du clientélisme, quoi. Un truc qui se faisait beaucoup aussi à Marseille avant. Bon, bref, à Corbeil-Essonnes, c'est le vrai système d'assaut. Et dans cette façon de faire, pas super démocratique de Serge Dassault, on retrouve les hommes de main, des gens dont le travail est de récupérer les sous et ensuite les dispatcher de la manière la plus discrète possible afin que le système arrive à ses fins. Et parmi ces hommes de main, il y avait évidemment René Andrieux, donc le papa de Tariq et Nabil Andrieux, donc le père des 2 rappeurs du projet PNL. Et on sait, là par contre c'est que de l'hypothèse, hein, je sais pas du tout, mais on sait, en tout cas, on sait qu'il y a 1,7 million qui sont partis dans la nature. On n'a jamais retrouvé les sous, je crois, et c'était un petit peu avant que PNL, c'était genre 3 ans avant que PNL arrive avec tous ces clips professionnels qu'ils ont enchaînés tous les 2 mois pendant 4 ans, quoi. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur le système Dassault, le système Chirac, la France-Afrique et tout ça, je vous encourage à lire cet auteur, François-Xavier Verschave. Tous ses bouquins sont hyper intéressants et vous apprendrez énormément de choses sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. C'est vraiment des réseaux criminels qui ont fait des millions de morts. Je vous parlais du Rwanda tout à l'heure, ça c'est typiquement un produit des réseaux de la France-Afrique, à l'époque où c'était Mitterrand, un petit peu le chef de la France-Afrique, avec tous ses réseaux et tout ça. Et puis par la suite, ça a été Jacques Chirac. Vous connaissez l'affaire Elf, les histoires avec le Congo-Brazzaville, les viols, les razzias qui ont été faites par des mercenaires, en fait, des gens qui ont été mis ensemble pour que Denis Sassou Nguesso, le pote à Chirac, revienne au pouvoir à ce moment-là. Ou l'appui à Mobutu à un autre moment, ou des trucs comme ça, plein de coups tordus en fait, qui ont eu lieu aussi au Cameroun, qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire bien sûr, et dans toutes ces histoires de France-Afrique, il y a des noms qui reviennent tout le temps, et le nom de Dassault, évidemment, revient tout le temps. Le papa de Serge Dassault était le parrain de Jacques Chirac. Jacques Chirac était député de Corrèze. D'ailleurs, on le voit à des mots, quand il s'est fait interpeller, il a dit « Ouais, j'ai des amis haut placés, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il a dit aux policiers, mais en fait, c'est vrai, il a des amis haut placés. Quand je vous dis que c'est un fils à papa, c'est un vrai fils à papa, avec un apport vraiment de gens qui sont blindés de chez blindés. On n'est pas sur les 20 000 balles du petit bicraveur du four d'à côté, quoi. Je dis pas que c'est les prototypes des bourgeois, parce qu'ils sont pas bourgeois, ils ont une culture des cités, mais manifestement, il y a des sommes d'argent qui sont
pas de ce monde-là, quoi. Voilà, on a fait un petit peu le tour, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'avec l'exemple de PNL, on a quelque chose d'assez caractéristique de l'idéologie du rap. On voit que malgré toute l'originalité du projet, malgré les financements qui arrivent d'un monde complètement étranger à la culture des cités, des milieux populaires et tout ça, on renforce toujours les mêmes choses, donc la haine des femmes, la misogynie, la prostitution, l'esclavage sexuel, la bicrave, les trafics de drogue, et se parler mal, parler super mal au gadji, et aussi cette mentalité hyper individualiste, voilà, que la famille, c'est nul, que la famille, c'est que ma famille, moi je veux pas, j'ai peur des étrangers, les autres je m'en fous, les autres je les aime pas, moi j'aime que ma famille Andrieux, ma famille Dassault, ma famille Chirac, ma famille de Brive-la-Gaillarde. Voilà, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre et à me soutenir, donc on continue, c'est trop cool, je me régale à faire ça, je me régale à écrire, je me régale à tourner, je me régale à monter, et je me régale à partager ensuite, donc régalez-vous avec moi, et puis que tout ça soit un bon moment aussi, parce que les bons moments sont pas des moments perdus. Parce que peu importe le résultat, l'important c'est le chemin. Oh, c'est beau ce que je dis. Oh là là, je suis un philosophe. Ton femme ta gueule, je te la hausse, je t'empire, ta fille te pute. Toi je t'aime pas, tu m'aimes pas, ton femme ta gueule. A bientôt, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Main droite, main gauche. Oh, que se passe-t-il? Oh, le dérapeur a encore frappé. Le dérapeur, il a fait... PNL. Voilà, désolé d'avoir réduit en bouillie votre groupe de rap favori. Je suis sincèrement désolé. Mais il le fallait, c'était nécessaire. A bientôt, hasta luego.